Hello there. Bon, on va rester dans le politiquement correct. J'ai pas vraiment adoré la postlogie Star Wars. Et apparemment, je ne suis pas le seul. I love democracy. Pourtant, j'avais pas d'énormes attentes. J'aime beaucoup la saga, mais je suis loin d'être un fan hardcore de tout l'univers étendu. Moi, tu me mets des sabres laser et je suis déjà à moitié conquis. Tout ce que je voulais, c'était voir une bonne histoire dans cet univers au potentiel gigantesque. Mais pour moi, comme pour d'autres, cette nouvelle trilogie n'a pas fonctionné, malgré des qualités certaines au niveau de la réalisation, du jeu d'acteur, Question qui fâche, naturel. Oui. des effets visuels et sonores. Le problème, comme souvent, c'est le scénario. Alors il y a déjà eu pas mal de critiques qui ont été faites sur ces films, donc plutôt que d'énumérer ce qui pose problème dans chacun d'eux, dans cette vidéo, je voulais analyser ça du point de vue plus global de la trilogie. Mais pour se remettre dans le contexte, je vais quand même faire un petit résumé rapide des critiques qu'on a pu entendre. This is where the fun begins. Star Wars 7 est un remake de Star Wars 4, qui a annulé toutes les victoires de la trilogie originale, parce qu'apparemment, au bout de 20 ans, la garantie sur le retour de l'équilibre dans la Force a expiré. Pour l'épisode 8, tout un arc du film est quasiment inutile, pour l'intrigue et pour le développement des personnages, et le personnage de Luke a été massacré. A mon avis, ce qui est reproché, ce n'est pas d'avoir rendu Luke faillible, tous les personnages doivent avoir des faiblesses, mais c'est plutôt d'avoir fait de sa principale force dans la trilogie originale, son optimisme et sa détermination, sa principale faiblesse dans cette nouvelle trilogie, où il apparaît comme étant pessimiste et déserteur. Ce qui fait que pour beaucoup de fans de la saga, ça ne fonctionnait pas, et même pour Mark Hamill lui-même. When I read 8, I told Ryan, I fundamentally disagree with virtually everything you've decided about my character. Et puis il y a Superman aussi. Et pour le 9ème épisode, on lui reproche notamment d'avoir un scénario écrit comme une quête de jeu vidéo, avec des personnages qui courent d'un MacGuffin à un autre. Et puis il y a évidemment le retour de Palpatine. Everything. Toujours plus de destructeurs de planètes, pour pas changer, et cette histoire d'amour tout à fait crédible. Bref, on pourrait encore continuer longtemps comme ça, mais on va plutôt passer à l'analyse du point de vue de la trilogie. Bon, déjà, dès le départ, la postlogie partait avec un handicap. Elle devait être la suite d'une histoire terminée, la conclusion d'une conclusion. Lucas lui-même déclarait en 2008 qu'il n'y aurait certainement pas de suite, pas d'épisode 7 à 9, parce qu'il n'y avait plus d'histoire à raconter. It's too late. Écrire la suite d'une histoire terminée, c'est prendre le risque d'écrire une histoire superficielle, facultative. C'est sûrement une bonne idée d'un point de vue financier, mais d'un point de vue narratif, ça l'est rarement. Mais bon, s'ils ont choisi de faire une suite, c'est qu'ils devaient avoir, dès le départ, l'idée d'une bonne histoire à raconter, n'est-ce pas ? Le principal problème de cette trilogie, c'est qu'elle ne ressemble pas vraiment à une trilogie. Elle n'a pas été écrite comme telle. J.J. Abrams a écrit l'épisode 7 et a laissé des brouillons de scénario pour les suites. Brouillons qui n'ont pas été suivis par Rian Johnson, qui a choisi d'emprunter une direction bien différente pour l'épisode 8. Et J.J. Abrams, de retour pour l'épisode 9, a refusé de suivre la voie proposée par Rian Johnson et a fait marche arrière sur pas mal de points. Chaque réalisateur avait sa vision et n'a pas respecté celle de l'autre. Et Disney a laissé passer ça. Tranquillement. This is fine. Enfin bon, faut pas leur jeter la pierre. Qui aurait pu deviner que des réalisateurs pouvaient avoir des visions différentes et contradictoires d'un univers aussi vaste que Star Wars ? Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. L'un des problèmes d'avoir écrit les films au fur et à mesure et sans suivre de plan, c'est qu'on a droit à pas mal de continuités rétroactives, c'est-à-dire qu'on revient sur des faits établis dans un film précédent en donnant une nouvelle explication. C'est un procédé qui avait déjà été utilisé dans la trilogie originale. Dans l'épisode 4, on apprenait que Anakin Skywalker, le père de Luke, était mort. A young Jedi named Darth Vader, who was a pupil of mine until he turned to evil. He betrayed and murdered your father. Et d'ailleurs, c'était vrai à ce moment-là, vu que c'est seulement lors de l'écriture de l'épisode 5 que Lucas a eu l'idée de faire de Vador le père de Luke. Et donc, dans le 6ème épisode, Lucas a dû raccrocher les wagons. So what I told you was true, from a certain point of view. A certain point of view?
C'est de la continuité rétroactive. Et en soi, ce n'est pas un problème, tant qu'elle est bien effectuée, comme c'est le cas dans cet exemple. Mais dans la postlogie, il y en a vraiment beaucoup. Et souvent, les justifications sont éclatées. Par exemple, dans l'épisode 8, Rey apprend que ses parents ne sont personne. They were nobody. They're filthy junk traders who sold you off for drinking money. You have no place in this story. You come from nothing. You're nothing. But not to me. Ce qui ne posait aucune incohérence avec le film précédent et faisait un parallèle intéressant avec l'épisode 5 où Luke apprenait ses funestes origines. Cette révélation servait le propos du film, qui était, en gros, pas besoin d'avoir de grandes origines pour être quelqu'un. Ce ne sont pas elles qui nous définissent. Mais en fait, dans l'épisode 9, on apprend que, ok, les parents de Rey n'étaient pas très importants, par contre son grand-père, et oui, Rey n'est donc pas personne, mais elle est la petite fille de l'empereur Palpatine. But beware. She is not who you think she is. Who is she? The Senate. Ce qui va bien sûr à l'encontre du propos de l'épisode 8. Autre continuité rétroactive, dans les épisodes 7 et 8, l'antagoniste est Snoke, un être extrêmement puissant dont on ne connaît pas les origines. Kylo Ren le tue dans l'épisode 8 pour tuer le passé et aller de l'avant. Et qui voilà dans l'épisode 9 ? Le passé. L'empereur Palpatine est de retour. Et en fait, Snoke, c'était son pantin depuis le début. I made Snoke. Ouais, ça passe, ouais. Ça fait pas du tout comme si J.J. Abrams ne voulait pas faire de Kylo Ren son antagoniste final, et donc qu'il était obligé de ramener à la dernière minute un antagoniste sorti d'outre-tombe. Non. Oui. Palpatine est tellement ramené à l'arrache que son retour a été annoncé dans les trailers et le texte déroulant. Ça fait un peu de la peine. Alors peut-être qu'à l'origine, J.J. Abrams avait prévu qu'on apprendrait son retour dans l'épisode 8, mais ça, impossible de le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que le retour de Palpatine n'était pas prévu dans le script de Colin Trevorrow, qui devait à la base réaliser l'épisode 9. Il avait prévu de faire d'un Kylo Ren bien plus sombre l'antagoniste final, dans la lignée de l'épisode 8. Alors est-ce que ça aurait été mieux ? Peut-être. Dans l'épisode 9, on apprend aussi que, en fait, Leia était une Jedi qui avait été formée par Luke. And when I kill you, I will have killed the last Jedi. Ah c'est dommage de pas l'avoir dit dans les 2 épisodes précédents, hein. Ça aurait pu changer pas mal de choses et donner une nouvelle dimension à son personnage. Parfois, les films ne s'embêtent même pas à faire de la continuité rétroactive, ils ne donnent tout simplement pas d'explication, comme avec la carte qui mène à Luke. The map to Skywalker. We know you found it. Dans l'épisode 7, Luke a disparu, mais il a laissé derrière lui les morceaux d'une carte donnant sa position. Alors on pourrait penser assez logiquement que c'est pour qu'on puisse le retrouver en cas de besoin. Mais dans Star Wars 8, Luke, tel un certain Yoda, vit en ermite, coupé de la force après avoir vécu un échec. Donc il ne voulait pas se faire retrouver. You think that I came to the most unfindable place in the galaxy for no reason at all? Go away. Mais alors du coup, cette carte, pourquoi elle était là ? Elle sortait d'où ? Comptez pas sur Rian Johnson pour vous donner une explication, on ne saura jamais. Toutes ces incohérences entre les films peuvent mettre à mal la suspension consentie de l'incrédulité du spectateur, ce qui n'est jamais très agréable. C'est compliqué de s'investir pleinement dans une histoire qui passe la moitié de son temps à se contredire ouvertement. Normalement, dans une bonne histoire, chaque nouvelle révélation permet d'appréhender les événements passés avec un regard nouveau. So, you have a twin sister. Ce qui ajoute quelque chose à l'expérience de revisionnage. Mais avec la postlogie, chaque nouvelle révélation nuit à la portée des événements passés. Et du coup, le revisionnage est pas ouf. Quelle puissance peut avoir cette scène ? Quand on sait qu'elle enchaîne sur ça. Quel impact a la mort de Snoke une fois qu'on sait que ce n'est qu'une marionnette clonable à l'infini apparemment ? Quel est l'intérêt de la révélation sur les parents de Rey dans l'épisode 8 quand on sait qu'elle est la petite fille de l'empereur ? You're his granddaughter. You are The Senate. Et la postlogie fait très fort puisqu'elle arrive même à porter préjudice à la trilogie originale. Dans le retour du Jedi, quel sens a le sacrifice d'Anakin quand on sait que l'Empire va bien vite renaître de ses cendres, que la Nouvelle République va tenir 10 secondes à l'écran, que Luke va échouer à former une nouvelle génération de Jedi et devenir un vieil ermite grincheux et défaitiste, et que l'Empereur a survécu. Bref, au lieu d'avoir 3 épisodes qui forment un tout cohérent et complémentaire, chaque épisode tape sur ses prédécesseurs. Du coup, le résultat, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être face à une trilogie en 3 actes, une unité, mais à 3 films indépendants qui racontent chacun leur propre histoire, reliés par le fil conducteur que sont les personnages, mais des personnages qui ont tendance à bien changer d'avis d'un film à l'autre.
Jedi's weapon deserves more respect. Avec des films qui s'opposent autant, c'est compliqué d'aimer la trilogie dans sa globalité. Et en général, ceux qui ont aimé l'épisode 8 n'ont pas aimé l'épisode 9. Et inversement, pour l'épisode 7, les avis sont plus partagés. Tout ça dépend des sensibilités de chacun, de la conception qu'on a de ce que doit être un bon film, une bonne suite ou un bon Star Wars. Enfin bref. À cause de son manque de planification, la postlogie s'empêche d'avoir une intrigue de fond bien amenée et cohérente. On peut penser ce qu'on veut de la prélogie, de son Jar Jar Binks et de ses dialogues, I'm in agony. mais au moins le plan de l'antagoniste pour prendre le pouvoir était bien construit. Et pareil pour le basculement d'Anakin dans le côté obscur. Chaque film était une étape nécessaire. Et pour réussir à mettre en place une intrigue de ce genre, il faut avoir écrit la trilogie à l'avance, au moins dans les grandes lignes, ce qui n'a donc pas été fait pour la postlogie. Mais ce n'est pas parce que la cohérence narrative est parfois mise à mal d'un film à l'autre que ça signifie que la postlogie ne raconte rien ou qu'elle n'a aucun sens. Elle a quand même une cohérence thématique. Cette trilogie aborde les thèmes de l'héritage, de la transmission, de l'émancipation et surtout de l'identité. Qui suis-je ou comment accepter mon héritage sont des questions que les personnages principaux se posent à eux-mêmes, mais que se posent aussi les films de cette trilogie par rapport à la saga Star Wars. Et à ces questions, la trilogie répond avec le fameux plan dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. L'épisode 7 est la thèse, qu'on pourrait établir comme étant « le passé nous définit ». Dans l'épisode 7, Rey est une jeune femme en quête de ses origines, qui cherche donc à définir son identité en se confrontant à son passé. Kylo Ren se construit également une identité à travers le passé, en se définissant comme étant l'héritier de Vador, mais tout en reniant une autre part de ses origines. Your son, he's gone. Et on aura remarqué que le film lui-même est très attaché à son passé. Un peu trop peut-être. L'épisode 8, c'est l'antithèse. Ce n'est pas le passé qui nous définit, mais c'est le présent et l'avenir. C'est le film de l'émancipation. Kylo Ren veut faire table rase de son passé et renie même l'héritage de Vador. Let the past die. Kill it, if you have to. That's the only way to become what you were meant to be. Rey y découvre que ses parents étaient des anonymes, ce qui veut dire qu'elle n'a plus à se chercher dans son passé et qu'elle peut donc se définir par elle-même et par ses actes. Le film est dans cette même dynamique, il veut s'émanciper de son héritage, ce qui passe par une démystification de la saga et de ses idoles. Because I was Luke Skywalker, Jedi Master, a legend. Et l'épisode 9 est la synthèse nuancée des deux épisodes précédents. En gros, le message, c'est quelles que soient nos origines, bonnes ou mauvaises, on peut se les réapproprier. Ce ne sont pas elles qui nous définissent, mais nos actions. Kylo Ren finit par accepter la part d'héritage qu'il avait reniée et redevient Ben Solo. De son côté, Rey se confronte à son passé et refuse son héritage de Palpatine, sans même passer par la case conflit interne, ce qui est quand même un peu dommage. Et plutôt que de se détourner purement et simplement du passé, Rey va se le réapproprier et choisir l'héritage qui lui correspond. C'est pour ça que lors de la scène finale, à la question Rey who? Elle répond Rey Skywalker. Plutôt que de se couper du passé, l'épisode 9 veut se le réapproprier et s'en servir pour aller de l'avant. Alors que si on était resté dans la dynamique d'émancipation de l'épisode 8, à la question Rey who? Rey aurait répondu Rey. Dooku. Ah merde, c'est pas ça. Rey aurait répondu I'm Rey. Just Rey. À vous de voir ce que vous préférez. Finalement, on pourrait dire que cette trilogie raconte la confrontation entre une femme en quête d'identité et de repères et un homme qui veut détruire les siens. La quête de ces personnages nous raconte une histoire et donne un sens à cette postlogie. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à combler le manque d'ambition et de cohérence de l'intrigue générale, le manque d'une véritable toile de fond. Mais alors, si cette trilogie avait été écrite dès le départ, qu'est-ce qui aurait pu être différent? Perso, j'ai ma petite idée. Comme la postlogie se veut être la conclusion de la saga Skywalker, il fallait que l'histoire qu'elle raconte soit connectée aux deux autres trilogies. Ça me paraît essentiel. Et un méchant random sorti de nulle part ou un conflit familial pouvait difficilement remplir ce rôle. Vu comme ça, ramener Palpatine et en faire le méchant de toute la saga semble être une solution envisageable. Mais le problème, c'est que ça revient à tirer un trait sur ce qui a été accompli dans le retour du Jedi. Donc après avoir établi ça, j'ai une question pour vous. You ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Oui, je pense que Plagueis, maître de Palpatine, aurait pu avoir la carrure pour être l'antagoniste final de la saga Skywalker. Alors oui, ça aurait été ultra prévisible. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est prévisible que ça ne peut pas être satisfaisant narrativement parlant. L'avantage d'avoir Plagueis en antagoniste, c'est qu'on peut très facilement le lier au Skywalker, vu que dans la prélogie, il est sous-entendu qu'il aurait créé Anakin Skywalker. From a certain point of view. Dans l'épisode 1, on apprend qu'Anakin n'a jamais eu de père. It is possible he was conceived by the midichlorians.
Dans l'épisode 3, durant la fameuse scène de l'opéra, Palpatine raconte à Anakin l'histoire de Darth Plagueis. So powerful and so wise, he could use the Force to influence the midi-chlorians to create life. Et au moment de dire Create life. il a un petit regard vers Anakin, ce qui pourrait sous-entendre que Plagueis, maître de Sidious, a créé Anakin et donc a créé la lignée Skywalker, d'un certain point de vue. A certain point of view. Après la création d'Anakin, Palpatine aurait souhaité doubler Plagueis et faire du garçon son propre disciple, et donc il aurait assassiné son maître dans son sommeil. Ironic. Et grâce à un peu de continuité rétroactive dans la postlogie, on apprendrait qu'en fait Plagueis aurait survécu à la tentative d'assassinat de son disciple, qui avait sous-estimé ses pouvoirs, et il aurait pris quelques décennies à s'en remettre. Et comme il avait créé Anakin, Plagueis aurait pu également créer Rey, dans le but de faire d'elle son disciple, un champion du côté obscur, et de créer une autre lignée à la Skywalker. Donc au lieu d'être la petite fille de l'empereur, elle serait en quelque sorte la fille de Plagueis. You're his daughter. You are... Ironic. Et si on garde une intrigue proche de celle de la post-logie qu'on a eue, Luke aurait pu disparaître pour chercher dans les origines des savoirs Jedi un moyen de vaincre définitivement Plagueis, ce que même Palpatine n'aurait pas réussi à faire. On pourrait même combiner ça avec la théorie du gentil Kylo Ren. En gros, c'est une théorie qui est apparue sur internet après la sortie de l'épisode 7, qui supposait que Kylo Ren était une sorte d'agent double, et qu'il se laissait volontairement tomber dans le côté obscur pour pouvoir se rapprocher de Snoke, et donc trouver un moyen de le vaincre. And I will finish what you started. C'est pour ça qu'au moment de tuer son père, il lui dit I'm being torn apart. I want to be free of this pain. I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. Tuer Han Solo aurait été une preuve suffisante de son passage dans le côté obscur, aux yeux de son maître. Je pense que c'était une idée avec un bon potentiel, et ça aurait définitivement fait de Kylo Ren le fils spirituel de Severus Rogue. Bref, la postlogie aurait pu raconter l'affrontement entre les Skywalker et Darth Plagueis. Et avec la mort de Plagueis, le créateur de la lignée Skywalker, la saga prendrait fin. Alors je ne dis pas que changer d'antagoniste aurait suffi à résoudre tous les problèmes de la postlogie, mais ajouter au thème de l'identité et de l'héritage, ça aurait donné à cette trilogie une toile de fond plus cohérente et de réels enjeux narratifs. Parce que bon, devoir tuer le mec qu'on s'est déjà fait chier à tuer 3 films plus tôt, c'est pas folichant quoi. Et c'est encore plus frustrant quand on sait que cette scène est la scène préférée de J.J. Abrams de toute la saga Star Wars. Ironic. Dans tous les cas, pour mettre en place une narration satisfaisante, il aurait fallu planifier la trilogie à l'avance, donner une direction claire au projet dès le départ, et mettre les réalisateurs sur les mêmes rails. C'est quand même une grosse erreur de la part de Disney et Lucasfilm. Enfin bref, cette post-logie laisse quand même un goût amer en bouche, parce qu'il y avait des bonnes idées, des thèmes intéressants et des personnages avec du potentiel. Malheureusement, l'écriture n'a pas toujours suivi, et pour beaucoup de spectateurs, cette post-logie restera facultative, une suite pas vraiment nécessaire à la saga Skywalker. Après, ça reste du Star Wars, c'est du grand spectacle, de l'épique, une invitation au voyage, une claque visuelle et auditive, avec des sabres laser qui font... On a eu la chance d'avoir une suite à cette saga mythique, de voir des légendes à l'écran. Alors parfois, il faut savoir se contenter de ce qu'on a, apprécier ce qu'on nous donne, et voir le verre à moitié plein. Ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Kylo Ren vous en remerciera personnellement. Thank you. Et moi je vous dis à la prochaine. Goodbye, old friend. May the Force be with you. Who is she? Master Windu. Who is she? Master Yoda.